Franc-maçonnerie et anarchisme. Ok, à première vue, on se dit que ça n'a absolument rien à voir. Et pourtant, croyez-le ou non, il y a entre ces deux mondes bien plus de points communs qu'on ne l'imagine, et même des liens historiques très forts. Alors la question c'est, comment ces deux univers qui semblent si opposés ont-ils pu se croiser et parfois même faire alliance? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Regardez un peu ce paradoxe. D'un côté, on a l'image de la franc-maçonnerie, une organisation super structurée avec ses rituels, ses grades, bref, une hiérarchie. Et de l'autre, l'anarchisme. Là, c'est tout l'inverse. Le slogan « Ni Dieu ni maître » dit tout. C'est le rejet de toute autorité, de toute institution. C'est le grand écart, non? Alors comment on fait le pont entre les deux? Quel est ce fil rouge? Ce lien un peu secret qui a bien pu connecter des idéaux qui ont l'air si contradictoires. C'est ça qu'on va aller chercher en s'appuyant sur des personnages et des faits historiques bien concrets. Pour y voir plus clair, il faut aller au-delà des apparences. Il faut creuser un peu pour voir ce qu'il y a au cœur, à la base de leurs valeurs. Commençons par l'anarchisme. Contrairement à l'image qu'on en a souvent, ce n'est pas juste le chaos. En fait, c'est avant tout une philosophie. Un dictionnaire de la franc-maçonnerie le définit même comme la passion de la liberté. Une passion qu'on essaie de mettre en pratique. Le mot-clé à retenir, c'est vraiment ça, liberté. Et maintenant, regardons du côté de la franc-maçonnerie. Une de ses figures les plus connues, Oswald Wirth, la décrit comme la suprême école de la liberté. Vous entendez? La passion de la liberté d'un côté, l'école de la liberté de l'autre. Le lien commence à se dessiner, on est d'accord? Et ce lien, il se cristallise autour d'une devise que tout le monde connaît, liberté, égalité, fraternité. C'est une devise que revendique la franc-maçonnerie et évidemment elle résonne fort avec les valeurs libertaires. Liberté de l'individu, égalité entre tous et fraternité pour construire une société plus juste. Voilà le socle commun. Mais ce n'est pas juste une question de théorie. Ce lien, il a été porté par des hommes et des femmes de chair et d'os. Des figures historiques qui ont mené un seul et même combat. Et dès le début, on trouve des personnages, disons, hauts en couleur. Prenez Sylvain Maréchal, maçon, qui se proclame tranquillement ennemi des dieux. Ou même le marquis de Sade, membre d'une loge au nom évocateur, les Amis de la Liberté, qui fait de la non-contrainte son principe absolu. Ce sont eux les pionniers de cette alliance inattendue. On arrive maintenant à une figure incontournable de l'anarchisme, Pierre-Joseph Proudhon. Alors là, il faut imaginer la scène. Le voilà, les yeux bandés, pendant son initiation en loge, on lui pose tout un tas de questions existentielles et parmi elles, une question cruciale à l'époque. Que doit-on à Dieu? Sa réponse, elle claque en un seul mot, un mot qui a dû faire l'effet d'une bombe dans le temple, la guerre. C'est une provocation énorme, un rejet frontal de l'autorité divine. Et pourtant, la loge l'a quand même initié. Incroyable. Et que dire de l'infatigable Mikhaël Bakounine? Sa vie, c'est un vrai roman d'aventure. Né aristocrate, fils de maçon, il plaque tout pour devenir révolutionnaire. Il va connaître les pires prisons, le bagne en Sibérie, mais il s'évade de façon spectaculaire pour continuer le combat et créer son alliance anarchiste. Cette phrase résume toute sa pensée. Pour lui, l'anarchie, ce n'est pas le désordre. C'est l'objectif final du progrès, l'émancipation totale de l'humanité. Et cette vision, il l'a défendue et partagée dans les loges qu'il a fréquentées un peu partout en Europe. Jusqu'à présent, on a parlé d'idées, de philosophie, et bien tout ça va prendre corps de façon spectaculaire dans le feu et le sang d'un événement majeur, la Commune de Paris. 6000, ce chiffre est énorme. Le 29 avril 1871, 6000 francs-maçons marchent dans Paris, avec leur bannière au vent pour aller soutenir la Commune insurgée. C'est un geste politique d'une force inouïe. Ce qui se passe ce jour-là, c'est tout simplement du jamais vu. Les bannières maçonniques qu'on ne voyait que dans les temples se retrouvent plantées sur les barricades. On voit même une loge de femmes être acclamée par la foule. Et cet engagement a un prix. Un des maçons est tué par les soldats de Versailles. L'alliance est scellée dans la lutte. Et au cœur de cette révolution, il y a une femme absolument extraordinaire, Louise Michel. Institutrice, combattante acharnée sur les barricades, elle sera initiée un peu plus tard dans une loge au nom très parlant, la philosophie sociale. Elle incarne à elle toute seule cette fusion entre l'idéal maçonnique et l'action révolutionnaire anarchiste. La Commune est finalement écrasée. Alors, est-ce la fin de cette alliance? Pas vraiment. Le combat pour l'émancipation va simplement changer de terrain. Il passe des barricades aux salles de classe.
L'histoire de Francisco Ferrer est à la fois exemplaire et tragique. Ce franc-maçon, proche des anarchistes, avait une conviction. La vraie révolution, elle se fait dans les têtes. Il a donc créé l'école moderne, un projet pour éduquer les enfants loin de tous les dogmes. Un projet jugé tellement subversif, tellement dangereux par le pouvoir en place, qu'il a fini fusillé. Finalement, si on fait le bilan, ce qui a vraiment uni tous ces personnages, c'est ce socle de valeurs communes. Une passion dévorante pour la liberté, un rejet viscéral des dogmes, une quête d'égalité et un engagement sans faille dans les luttes sociales, que ce soit sur les barricades ou dans les écoles. Et tout ça, ça nous ramène à une dernière question, pour aujourd'hui, cet idéal commun d'émancipation qui a réuni maçons et anarchistes à des moments clés de l'histoire. Quelle place a-t-il encore de nos jours ? Face aux défis actuels, est-ce que cette idée est toujours pertinente ? La question reste ouverte.